Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Moi, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, ça va mieux, bien que ce soit pas encore la grande forme, mais petit à petit, je reprends du poil de la bête. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est notre format Les 3 actus insolites de la semaine. Et autant vous dire qu'une fois encore, il y a beaucoup de choses autour desquelles nous devons réfléchir ensemble. Imaginez un monde où plus rien n'est figé, où une vidéo que vous filmez peut être retouchée par une machine sans même que vous le sachiez, où les puissants se réunissent en cercle fermé pour décider non seulement de l'avenir de l'économie, mais aussi de l'avenir du corps humain, de nos gènes, de nos vies. Et pendant ce temps, l'Église elle-même canonise à toute vitesse un adolescent en jean et basket, présenté comme le premier saint millénial, l'influenceur de Dieu, comme si le sacré devait lui aussi se mettre au format viral. Vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, qu'est-ce qui est encore vrai dans ce monde de dingue? Qu'est-ce qui nous appartient encore? Et surtout, que reste-t-il d'authentique dans un monde où l'image, la chair et même la foi semblent retouchées, réécrites, adaptées aux besoins d'un récit global qui n'est pas forcément le nôtre? Vous l'avez compris, aujourd'hui encore, ça va décoiffer. Alors, installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant. Et on rentre directement dans notre actualité numéro 1. YouTube et l'intelligence artificielle, quand le vrai devient faux. Et là, je vais vous demander d'être très attentif parce que vous allez voir, c'est assez hallucinant. Imaginez un instant, vous passez des heures, comme moi je le fais, on the daily base, à monter des vidéos, à régler la lumière, à peaufiner les détails pour que le reflète votre univers, votre identité, votre voix, vos choix. Et là, vous la mettez en ligne et lorsque vous la regardez, ce n'est plus vraiment la vôtre. Je vais vous expliquer. L'image a changé, votre visage semble artificiel, vos traits légèrement modifiés, comme si une main invisible avait retouché votre travail. Et là, c'est quand c'est pas des ajouts de musique pour masquer vos voix, quand c'est pas des segments de vidéos qui disparaissent sans qu'on sache « Ah, regardez, Madame Duchesse, ça faisait longtemps, certains d'entre vous me l'ont réclamé. » Eh bien, la voilà. En ce moment, elle est d'une humeur massacrante, pas très sympa. Je sais pas si c'est dans l'air ou si c'était les pleines lunes, mais dur la dudu en ce moment. Bref, excusez-moi, je poursuis. Oui, donc je vous disais, et des fois, il y a carrément des segments qui sont enlevés, ce qui fait que, je vais pas dire que ça rend la vidéo complètement incohérente, mais des fois beaucoup moins percutante. C'est vraiment des techniques malhonnêtes. Et là, récemment, j'ai appris la vérité. Ce n'est pas nous qui avons mal monté, ce n'est pas un bug de compression au niveau de l'exportation des vidéos, c'est YouTube lui-même qui a utilisé l'intelligence artificielle pour modifier votre contenu sans même vous demander votre avis, sans même vous prévenir. Et oui, et ce n'est pas ni une théorie conspirationniste, ni une information de derrière les fagots. La plateforme l'a admis officiellement le 20 août 2025. Depuis plusieurs mois déjà, elle applique en secret, grâce à des algorithmes, des filtres d'amélioration sur certaines vidéos, notamment, surtout, en priorité, les shorts apparemment. Officiellement, l'objectif est simple. Réduire le flou, soi-disant, améliorer la netteté, atténuer le bruit visuel. Comme vous le savez, c'est les ficelles de toutes bonnes grosses entreprises qui essaient de nous manipuler. C'est toujours pour notre bien, c'est toujours dans des buts philanthropiques, altruistes et j'en passe. Mais dans les faits, le rendu donne parfois un tout autre effet. Des créateurs, moi aussi, en particulier sur certaines vidéos, une où je suis un petit peu dans l'ombre, j'avais remarqué mais je m'étais dit que c'était juste l'effet de la lumière, mais non. Des créateurs se sont donc retrouvés à l'écran avec une peau si lissée qu'elle ressemblait à du plastique, des cheveux étrangement artificiels, comme si un masque numérique avait été superposé. Certains ont même eu l'impression que leur image entière
était généré par une intelligence artificielle. Et là, je peux vous dire que ça commence à faire peur. Parce que là, c'est clairement le début d'un cauchemar. Parce que dans une époque où la frontière entre réel et faux s'effondre déjà, où chaque vidéo peut être suspectée d'être manipulée, YouTube vient d'ouvrir une brèche immense, celle où un contenu authentique peut être rendu suspect simplement par un traitement algorithmique. Et vous allez voir que des exemples, il y en a pléthore pour confirmer ce propos. Il suffit de regarder ce qui s'est passé récemment. À Washington, une vidéo a circulé partout. On y voit un sac noir projeté depuis une fenêtre de la Maison Blanche. Rapidement, une première version officielle parle de simples travaux de maintenance. Puis Donald Trump déclare que la séquence est fausse, générée par intelligence artificielle, arguant que les fenêtres de la Maison Blanche ne souffrent de toute façon pas. En quelques heures, l'incident devient insaisissable. Fait réel ou illusion numérique? L'alibi de l'intelligence artificielle balaie l'image et le doute efface la preuve. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas, si déjà cette scène, parce qu'il y en a certains qui vont se dire mais pour quel rapport ils ont jeté un sac poubelle par une fenêtre de la Maison Blanche, and so what? Bon, il faut comprendre que si cette scène a autant fait de bruit, ce n'est pas seulement parce qu'un sac a été jeté d'une fenêtre de la Maison Blanche, c'est parce que l'image est un symbole. La Maison Blanche n'est pas un immeuble quelconque, c'est le cœur du pouvoir américain. Voir un sac noir projeté par une fenêtre, c'est immédiatement perçu comme le geste d'un secret dont on veut se débarrasser, d'une preuve qu'on élimine. Ajoutez à cela une première version officielle parlant de simples travaux, puis la voix du président qui déclare que cette vidéo est un fake intelligence artificielle, deux récits qui s'annulent et qui, au lieu d'apaiser, alimentent la suspicion. Et c'est là, vous le devinez, que tout s'emballe, parce que dans un monde saturé de défiance, il n'en fallait pas plus pour que des millions de personnes se disent que ce n'était pas un banal sac de déchets, mais peut-être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus compromettant. Voilà pourquoi ce détail visuel en apparence anodin a pris une dimension quasi politique ici et symbolique, et qui de toute façon, même si c'est un petit, même si c'est pour certains, ça restera un détail, c'est un détail qui en dit long. Je sais pas ce qu'elle fait. Il y en a d'autres exemples de cet acabit. Le 12 juin 2025, un avion s'écrase à Ahmedabad. Le Air India AI-171, un Dreamliner, tombe 30 secondes après le décollage. La catastrophe est bien réelle. Des centaines de victimes, une enquête est ouverte. Mais presque aussitôt, des vidéos trafiquées et des bulletins inventés par l'intelligence artificielle brouillent les faits, parasitant le deuil. Le drame concret se retrouve noyé dans un océan de faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même des gens qui ont pensé que le crash était fake. Or, pas du tout. Imaginez pour les familles des victimes. Et comme dans le cas du sac poubelle de Washington, voilà le point commun. Dans les deux cas, donc, l'intelligence artificielle devient le brouillard. Tantôt un prétexte pour nier l'évidence, ce que vous avez vu n'existe pas, tantôt un bruit parasite qui rend l'événement réel indistinguable d'une fiction. Dans ce brouillard, tout peut être contesté, inversé, effacé, et il y en a, ça va bien les arranger. Alors posez-vous la question, est-ce que YouTube se contente vraiment d'améliorer des vidéos ou est-ce qu'il participe, consciemment ou non, à une mécanique beaucoup plus vaste, celle qui vise à brouiller la frontière entre le vrai et le faux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de repères, plus de vérité possible. Je pense que la question est bien légitime, car une fois que tout paraît artificiel, tout peut être nié, n'est-ce pas? Bienvenue dans un futur où même nos propres souvenirs filmés peuvent devenir suspects. Imaginez même vous, vous vous baladez, vous capturez un phénomène étrange dans la rue, vous l'uploadez sur la plateforme, et parce que YouTube améliore l'image, le résultat final ressemble à un deepfake. Il suffit alors d'un commentaire, c'est fake, c'est de l'intelligence artificielle, et voilà, la vérité, la preuve. L'événement que vous avez vécu disparaît sous le soupçon. Et j'ai remarqué que c'est des pratiques qui sont de plus en plus fréquentes parce que les gens maintenant, c'est directement, dès qu'un truc les dérange, dès qu'une vidéo semble mystérieuse, énigmatique ou que l'explication saute pas direct aux yeux, les tout premiers commentaires qu'on peut voir, c'est vidéo intelligence artificielle. Et ça, va falloir quand même calmer le jeu parce que ça veut dire que vous participez à ce qu'ils sont un petit peu en train de faire naître pour nous induire une fois de plus en erreur. Et bien sûr, si vous le voyez, si vous le dénoncez, si vous demandez des comptes, la plateforme vous répondra que ce n'était qu'un test, une expérimentation, mais les conséquences, elles, sont déjà là.
Un musicien très suivi ici, Rick Beau, a découvert que ses cheveux semblaient faux, comme maquillés par un filtre. Un autre créateur, Rhett Schwab, a dénoncé un surcadrage si violent qu'il donnait à ses vidéos un aspect généré. Tous disent la même chose. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique. On n'est pas en train de dénoncer qu'on ne se trouve pas beau sur nos vidéos, parce que je sache, on n'est pas non plus sur des vidéos tuto beauté, tuto make-up, etc. Donc l'apparence physique importe peu, et que ça n'a absolument rien à voir avec ce genre de questions donc, mais c'est une question surtout d'identité. Quand une machine modifie votre visage, votre voix, votre travail, sans votre accord, que reste-t-il de vous dans le produit final? Et même au-delà de la création, ce glissement ouvre une perspective encore plus inquiétante. Parce que si demain, chaque image, chaque vidéo peut être perçue comme manipulée, alors plus rien n'est dorénavant fiable. Un sac lancé depuis une fenêtre de la Maison Blanche, fake, intelligence artificielle. Un crash d'avion diffusé en direct, encore un fake. Un phénomène étrange capté par des dizaines de témoins, encore un fake de plus. On entre dans une ère où même les preuves les plus tangibles peuvent être balayées d'un revers de la main. Parce qu'il suffira de dire « c'est l'intelligence artificielle » et du coup ça annulera toutes les vérités les plus gênantes. Et ça, c'est là qu'il est le danger. Alors soyez très vigilants les amis. Parce que moi, en ayant vu ça, en ayant lu les articles, en ayant vu la confirmation de la plateforme YouTube, je me suis demandé si c'était donc pas ça le vrai but ultime. Non pas de rendre le faux indiscernable du vrai, mais de rendre surtout le vrai indiscernable du faux, de brouiller totalement nos repères jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vérité possible, juste une soupe de doute et de confusion. Parce qu'une fois que tout paraît artificiel, tout peut être nié. Et ça les arrange clairement plus à eux qu'à nous. Un monde où plus rien n'est crédible est un monde où les puissants peuvent tout faire à condition de nous convaincre que ce que nous voyons de nos propres yeux n'a jamais existé. Alors, est-ce que YouTube est seulement en train d'améliorer des vidéos ? Question purement rhétorique, ou est-ce qu'il joue, consciemment ou non, un rôle dans une grande mécanique de brouillage de la réalité? Et nous, simples spectateurs, simples créateurs, comment continuer à distinguer le réel de la fiction quand la plateforme elle-même ajoute un filtre invisible? Bienvenue dans le futur où même vos propres souvenirs filmés peuvent devenir suspects. C'est pas un truc de dingue. Moi, cette info m'a fait halluciner et je voulais absolument vous en parler parce qu'il y a quelqu'un qui m'a partagé une vidéo d'une abonnée à moi qui a fait une vidéo sur une vidéo à moi. J'espère que vous me suivez, où justement, elle m'a fait prendre conscience que sur une de mes premières vidéos de ma chaîne, à un moment donné, mes propos sont masqués par de la musique, et vous pouvez en plus comparer sur Odyssée, puisque par contre, je les poste en doublon sur Odyssée. Sur Odyssée, la vidéo est telle qu'elle, et il n'y a absolument pas de musique qui couvre mes propos. Donc c'est quand même une sacrée preuve. Bref, on passe directement à notre actu numéro 2. Le dîner des 33. Quand Big Tech redessine le vivant et l'économie. Il y a des dîners qui n'ont rien d'ordinaire. Certains repas sont des banquets de pouvoir, des cérémonies discrètes où l'on ne partage pas seulement du pain et du vin, mais où l'on scelle l'avenir du monde. Et vous avez dû voir la photo parce qu'elle est passée absolument de partout. Ce soir-là, à Washington, ils étaient exactement 33. Pas 34, pas 32, 33 convives triés sur le volet. Comme si le chiffre devait lui-même porter un sens, comme si le symbole comptait autant que les discussions. Autour de la table, les grands pontes de la Silicon Valley. Zuckerberg, Ellison, Altman, les nouveaux maîtres du code et de l'intelligence artificielle. Mais surtout, un invité au rôle bien particulier, Bill Gates. L'homme qui se glisse toujours là où la frontière entre science, technologie et santé devient poreuse. L'homme qui investit dans la terre agricole, dans la viande cultivée, dans les vaccins, dans les brevets liés à l'activité biologique du corps humain. Et ce soir-là, les amis, d'après une source interne qui avait un plan de table, il occupait le siège numéro 33. Un hasard? Peut-être, ou peut-être pas. Vous savez que moi, le hasard, je suis pas très fan du principe. Je n'y crois pas des masses. Car ce qui s'est dit au cours de ce dîner ressemble davantage à un conseil occulte qu'à une réunion de travail. Gates y a parlé de ce qu'il appelle sa seconde carrière. Non plus bâtir des empires numériques, mais transformer directement la vie biologique.
nouveaux vaccins, édition génétique, innovation médicale radicale. L'idée, pousser les frontières du vivant, éradiquer certaines maladies, forcément vous le savez c'est un grand altruiste, un grand philanthrope, mais aussi, peut-être, certainement, redessiner la carte de l'humain lui-même. Comme si notre chair devenait une nouvelle version de logiciel modifiable, upgradable, perfectible à l'infini. Je sais que ça peut faire très science-fiction, mais quand on a vu, j'ai hésité d'ailleurs à le mettre dans notre activité du jour, parce que l'info était dingue, mais j'ai pas trouvé assez de matière pour construire une info assez correcte, et je me suis dit que je le réserverais peut-être pour la semaine prochaine. Mais quand on a entendu, vous savez, vous avez vu l'incident où il y avait Poutine avec le président chinois, qui se promenaient en pensant que les micros étaient coupés et qui se sont mis à parler de vie éternelle. Les mecs ont carrément dit que très bientôt on pourrait vivre jusqu'à 150 ans. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à dire que maintenant on pouvait avoir des organes. Enfin, je vous en parlerai plus en détail, mais du coup, sci-fi, pas trop les amis, hein. C'est à nos portes. Bref, il faut savoir que quand même, ce soir-là, à la même table, on évoquait aussi l'avenir monétaire. Les fameuses crypto-monnaies, les blockchains, les monnaies numériques centralisées. Après avoir transformé nos données en or, après avoir fait de notre ADN une marchandise, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de dimanche dernier sur la société 23andMe, allez-y parce que ce sujet est fou et je pense qu'il est vraiment d'utilité publique. Voici maintenant venu le temps de transformer nos gestes, nos choix, nos flux financiers en activités mesurables et contrôlables parce que c'était exactement de quoi il s'agissait lors de ce repas. Et là encore, sachez que les brevets existent déjà. Un système qui surveille l'activité corporelle et qui rémunère. D'ailleurs, c'est un peu déjà le système, il vous teste. Vous avez des montres là où ça compte votre nombre de pas, vous avez des applications qui, soi-disant, toujours pour votre bien, mesurent votre activité quand vous dormez. Bref, tout ça, c'était qu'une préparation à ce qui arrive, que vous le sachiez. C'est des transferts de données, c'est un vrai premier pas, sachez-le. Bien comme une nouvelle économie biologique où le corps devient à la fois la carte bancaire et la prison. Parce que clairement, à ce moment-là, la scène, parce qu'on pourrait parler de scène, de les voir tous à table comme ça, les photos qui ont circulé, moi elles m'ont donné la chair de poule, prend des allures de parabole. Actu 1, on parle de YouTube qui retouche les vidéos, qui brouille la frontière entre le vrai et le faux, mais ici, dans ce dîner, on ne parle plus de simple image, on parle de retoucher la vie elle-même, et même la valeur de la vie. Retoucher le corps, l'économie, les règles du jeu collectif. Comme si après avoir modifié le décor, les puissants décidaient de réécrire les acteurs et la monnaie de l'histoire. Et le plus troublant, et ceux qui sont des habitués de ma chaîne le savent déjà, c'est cette répétition des signes. 33 convives, un nombre que l'on retrouve toujours dans les récits où le pouvoir veut se donner un vernis mystique. 33 000 emails effacés, 33 000 fichiers déclassifiés, 33 convives autour d'une table, 33 degrés maçonniques. À force, ce n'est plus une coïncidence, c'est clairement une signature, une manière de dire tout est sous contrôle, même vos propres symboles. Alors, faut-il voir dans ce dîner un simple sommet économique ou l'illustration parfaite d'un projet beaucoup plus vaste? Un projet où la technologie ne sert plus seulement à nous divertir ou à nous connecter, mais à nous redéfinir. Un projet où nos corps deviennent un code, où nos gènes sont des lignes éditables, où notre argent n'existe que dans un flux numérique contrôlé. Et si, pendant que nous débattons de ce qui est vrai ou faux, eux, à huis clos, sceller le futur de ce que nous serons dans nos chairs et dans nos poches. À méditer, mais à méditer vraiment. Et on passe directement à notre actu numéro 3. Le premier saint millénial, Carlos Acutis, gamer et influenceur de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. À première vue, cela ressemble à une histoire tout droit sortie d'un conte moderne. Un adolescent de 15 ans, mort trop tôt, passionné d'ordinateurs, de jeux vidéo et de nouvelles technologies, qui 2 décennies plus tard devient un saint canonisé par l'Église catholique.
Non pas une légende médiévale, pas un ermite du désert, ni un martyr antique, mais un jeune du 21e siècle, en jean et en basket, qu'on surnomme désormais l'influenceur de Dieu. Son nom, Carlos Acutis. Né à Londres en 1991, baptisé dans une petite église de Chelsea, il grandit à Milan. Un garçon comme tant d'autres, dit-on, qui aime jouer à Super Mario, surfer sur Internet et coder des sites web. Mais à l'adolescence, il se lance dans un projet singulier, documenter les miracles reconnus par l'Église sur une page web qu'il conçoit lui-même, comme si déjà il voulait connecter l'ancestral et le numérique, le sacré et le cloud. Malheureusement, à 15 ans, tout s'arrête. Une leucémie fulgurante l'emporte. Mais son histoire, vous allez le voir, par contre, ne s'arrête pas là. Très vite, autour de sa tombe, on se met à parler de guérison. Sa mère, convaincue que son fils était spécial, commence à voyager, à témoigner, à plaider auprès du Vatican. Et puis, les preuves commencent à s'accumuler. Car pour être proclamé saint, bien évidemment, il fallait des miracles. Et 2 ont été officiellement retenus par le Vatican. Alors le premier, au Brésil, un enfant né avec une grave malformation du pancréas, incapable de s'alimenter normalement. Après que sa famille a prié Carlo et embrassé une relique de lui, l'enfant est guéri, miraculeusement. Le pancréas cicatrisé, les médecins impuissants à l'expliquer. Un miracle. Le second, en Italie, une jeune étudiante costaricaine, victime d'un accident cérébral grave, avait un pronostic vital engagé. Sa mère prie Carlo, elle-même se rend en pèlerinage à Assise et contre toute attente, la jeune femme recouvre la respiration, la parole, puis guérit complètement. 2 guérisons que la médecine n'explique pas. 2 vies sauvées et la machine du Vatican s'enclenche. Carlo devient saint. Il y en a eu beaucoup de miracles, beaucoup plus que ces 2-là. Mais en tout cas, c'est les 2 qui ont été retenus par le Vatican. Des milliers de pèlerins affluent désormais à Assise où son corps est exposé. Une relique de ses cheveux est conservée à Londres. Ses pages web sont encadrées dans son église de baptême. Comme si à l'ère des réseaux sociaux, le saint devait aussi être archivé et partagé comme du contenu viral. Et c'est là que la question se pose, les amis. Oui, ce n'est pas la première fois que l'église a canonisé des figures. Mais cette canonisation-ci a une saveur particulière. Elle arrive vite, très vite. Là où d'autres procès de sainteté prennent des siècles, comme par exemple le Padre Pio, alors qu'il y avait peut-être encore plus d'exemples, que c'était encore plus dément. Mais lui, c'est arrivé, j'ai pas envie de dire en un coup de cuillère à peau, mais beaucoup plus vite que tous les autres. Et surtout, Carlo n'est pas seulement présenté comme un saint, il est présenté comme un saint proche des jeunes, un gamer, un codeur, un influenceur avant l'heure. Alors forcément, une question bien légitime s'impose à ceux qui voient plus loin que le bout de leur nez. S'agit-il seulement de reconnaître la ferveur autour d'un adolescent pieux ou d'un geste calculé, d'une manière pour le Vatican de récupérer les codes numériques pour séduire une jeunesse qui se détourne massivement des églises? Bon, ça de base, on ne peut pas le leur reprocher, et si ça partait d'une dynamique saine, ce serait même une très bonne chose. Un saint pour l'ère digitale, presque une campagne marketing spirituelle avec pour slogan implicite « Regardez, vous aussi vous pouvez être des saints, même en jouant à Mario Kart ». Là, je trouve que quand même on est sur une ligne fine qui peut inquiéter. Et voilà comment, après avoir vu dans l'actu 1 YouTube qui manipule nos vidéos pour transformer la vérité en illusion, dans l'actu 2 les élites de la tech qui manipulent le vivant et l'économie comme des lignes de code, nous arrivons à cette actu 3, le sacré lui-même manipulé, transformé, adapté pour l'ère des réseaux et des générations connectées. Ça peut être une bonne chose, je le répète, mais compte tenu de l'atmosphère ambiante, etc., j'ai malheureusement de gros doutes. Alors, véritable miracle ou opération de communication divine? Il me semble que c'est légitime de se poser la question. Carlos Acutis est-il le signe d'une sainteté plus accessible ou d'une foi qui devient, elle aussi, un produit calibré pour l'époque? C'est enjoueux, je trouve. À travers ces 3 actualités, une seule ligne se dessine, subtile mais implacable. Nous entrons dans une ère
où plus rien n'est intouchable. Le vrai et le faux s'entremêlent, la vie et la mort deviennent des terrains de négociation et le sacré lui-même se reconfigure pour rester audible. Mais la vraie question n'est pas de savoir si ces transformations sont bonnes ou mauvaises. La vraie question, c'est surtout, sommes-nous capables de les voir, de les penser avant d'y être engloutis? Car un monde où tout peut être retouché est aussi un monde où tout peut être nié, inversé, annulé. Et si plus rien n'est certain, alors même l'expérience la plus intime, la plus spirituelle devient un véritable champ de bataille. Peut-être que le vrai enjeu n'est pas seulement de résister à ces manipulations, mais d'apprendre à les lire et à les décoder en conscience. Parce que si l'on comprend le langage caché derrière ces retouches, alors on peut peut-être encore préserver quelque chose. Et c'est tout le but de ma chaîne, préserver notre capacité à discerner, à douter, à penser par nous-mêmes. Et c'est ce à quoi je m'emploie. Jamais je ne vous dis que ce que vous entendez, que ce que je présente ou que ma lecture est une vérité absolue. Au contraire, je vous demande même de m'enrichir avec d'éventuels aspects que j'aurais pas forcément vus ou des chemins que j'aurais pas forcément empruntés. Et c'est ça, dans un monde saturé de faux semblants, qui est peut-être la seule véritable forme de liberté qui nous reste. Alors n'hésitez pas les petits nouveaux à vous abonner parce que non seulement ça nous permettra d'être plus forts pour passer au travers de toutes ces censures et au travers de toutes ces malhonnêtetés, au travers de toutes ces tentatives de manipulation, et en plus on est nombreux, plus on est fort. Vous savez aussi que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager. Maintenant, on booste. Grâce à vous, je suis systématiquement dans le classement, donc merci. Vous êtes au top. Et que franchement, je vois nettement une amélioration. Et ça, je vous le dois. Pour ceux qui n'avaient pas compris, dimanche, je vous ai présenté mon livre, mais il ne sera disponible qu'à partir de dimanche prochain. De toute façon, je vous tiens au courant. J'ai trop hâte, même si en même temps, je suis inquiète, parce que pire que tout, je voudrais absolument pas vous décevoir. Donc c'est un peu ces matinées, voilà, entre enthousiasme, excitation et peur et pression. Mais de toute façon, je vous tiens au courant. Voilà les amis, on se retrouve dimanche pour notre vidéo du dimanche. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.